Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Et pour nous accompagner dans cet entretien, notre partenaire François Bousquet, bonjour. Bonjour Baudouin. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie. Alors que trouvera-t-on cette semaine, ce mois-ci dans Éléments ou bien à la Nouvelle Librairie ? Alors, je m'attarde plutôt sur Éléments. Il est encore en kiosque pour quelques jours, mais le prochain arrivera à la fin du mois. Mais je voudrais faire une petite piqûre de rappel sur le colloque des 50 ans d'Éléments, 1973-2023. C'est un demi-siècle de combat culturel. Et nous nous réunissons le samedi 30 septembre dans le 14e arrondissement à Paris, de 14h à 23h, pour un grand colloque et un cocktail dînatoire avec des personnalités éminentes. Je pense à Gaël Brustier, à Bérénice Levé, à Régis Le Sommier pour parler d'Ukraine, de Russie, pour parler de la droite et de la gauche, mais aussi pour évoquer la question du wokisme et de la pensée unique et du politiquement correct, avec un débat qui s'annonce passionnant entre Roger Chudeau, qui est député du Rassemblement national et qui vient en réalité de la droite filloniste, et notre invité du jour, Jean-Paul Brigelli. Donc retrouvez-nous le 30 septembre pour les 50 ans d'Éléments. On peut s'inscrire à partir du site d'Éléments, revue-éléments.com, et on vous attend nombreux. Voilà, Baudouin. Merci François, je vous propose qu'on se tourne maintenant vers notre invité Jean-Paul Brigelli. Vue de haut. Bonjour Jean-Paul Brigelli et bienvenue sur Radio Courtoisie. Bonjour Baudouin. Vous êtes enseignant, écrivain, ancien enseignant, auteur de nombreux ouvrages sur l'école et cette année, l'école à deux vitesses aux éditions de l'Archipel. Vous décrivez une supercherie concernant la mixité scolaire promise depuis 20 ans par l'Éducation nationale, car 9 élèves sur 10 sont concernés par des établissements de second ordre qu'il qualifie de ghetto éducative, que vous qualifiez de ghetto éducative, tandis que les autres élèves sont regroupés entre eux dans les écoles plus élitistes. Et vous soutenez que les pédagogies prétendument destinées à mieux éduquer les enfants les moins favorisés ont en réalité contribué à renforcer ce système à deux vitesses. Alors vous proposez un retour à l'élitisme républicain qui est le vrai moteur selon vous de l'égalité entre les élèves par le croisement des bulletins et des capacités des élèves déclinés pédagogiquement à tous les niveaux. Et vous remontez dans votre livre pour expliquer tout ça à la Convention de Lisbonne sur l'éducation en 1997. Est-ce que ces principes ont été réellement appliqués, Jean-Paul Brigelli ? Ah, tout à fait. Vous avez d'ailleurs extrêmement bien résumé à la fois la thèse de mon livre et la situation. Alors, ça remonte même plus loin que Lisbonne. Lisbonne, c'est 97-2000. Ils ont mis du temps, il y avait différents sujets, etc. Sur l'éducation, par exemple, c'est de Lisbonne qu'est sorti ce qu'on appelle le socle de compétences, qui a été mis en place par François Fillon, qui, je dois dire, n'a pas été le meilleur des ministres de l'éducation dans les années 2004. Je vous donne un exemple. François Fillon avait ouvert la liberté pédagogique en espérant que les instituteurs ou professeurs des écoles se saisiraient de cette liberté pour revenir à la méthode alpha-syllabique. En fait, ils l'ont utilisé pour en rester à une méthode idéovisuelle semi-globale qui fabrique des déchets scolaires les uns derrière les autres. Bon, et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'école, telle qu'elle est conçue, et croyez-moi, elle marche bien du point de vue de ceux qui l'ont conçue. Attention, pas du point de vue de tout le monde, pas du mien en tout cas. L'école est faite pour 10% de la population, qui sont des enfants de cadres, qui par définition, par droit de naissance, comme sous l'ancienne aristocratie, seront eux-mêmes cadres. Je cite dans mon livre les rapports de l'ENA, déplorant année après année le manque d'imagination des candidats, leur conformisme absolu, leur incapacité à sortir des rails, etc. Si les énarques étaient bons, on le saurait, puisqu'après tout, ils sont au pouvoir. Dites, Jean-Paul Brigelli, oui, c'est un plaisir de vous recevoir, mais c'est un plaisir qui est inférieur en réalité à vous lire, à la fois non seulement vos livres, mais également votre blog associé au site Causeur, Bonnet d'âne. C'est toujours un bonheur de mordant, de brillant. Donc ravi de vous retrouver. Vous dites dans La Fabrique du crétin, tome 2, donc le livre précédent, qui est sorti il y a quelques mois, que c'est voulu. Là, vous le dites également que ça répond en réalité à un cahier des charges. Est-ce que ça ne recoupe pas les travaux de Paul Vermeuren? Vous savez, Vermeuren dit, lui, qu'on fabrique une
société de consommateurs qui s'endette à partir d'une immigration de masse. Hein, et en réalité, on fabrique de l'hébétude, parce que l'hébétude arrange nos maîtres. Hein. Alors, il faut bien, c'est tout à fait ça. Vous savez, on fabrique. Alors, identifions tout de suite le on. Ce ne sont pas trois grands esprits qui se sont mis dans un coin pour imaginer l'école telle qu'elle est. C'est le système, en quelque sorte, qui a produit l'école dont il avait besoin. Ce système est le produit du deuxième choc pétrolier, du néolibéralisme tel qu'il se forme dans les années 70. Je rappelle quand même que le premier grand coup porté à l'école l'a été par ces deux grands gauchistes qui s'appelaient Giscard et René Haby, avec le collège unique d'un côté, couplé au regroupement familial. L'association des deux, ça a donné une chute de niveau absolument sidérante. Et comme c'était des technocrates qui ne connaissaient rien au fond à l'école, ils se sont appuyés sur les théories de ce qu'on appelle les pédagogistes, qui leur ont fourni deux clés, en quelque sorte, qui sont d'un côté la massification. Vous sentez bien même au mot massification tellement il est laid que la chose qu'il recouvre ne doit pas être terrible. Et l'égalitarisme. L'égalitarisme, alors c'est pas un paradoxe, hein, l'égalitarisme a produit plus d'inégalités que ce que l'élitisme républicain en a jamais rêvé. Voilà. Quand j'ai passé Normal Sup, on était en 1972, il y avait en moyenne dans les grandes écoles 12% d'entrants qui arrivaient du petit peuple. Voilà, hein, des classes vraiment inférieures, dont j'étais d'ailleurs à l'école. Actuellement, c'est moins de 2%. C'est-à-dire qu'en 40 ans d'égalitarisme forcené, on est arrivé à réduire, comme peau de chagrin, la part des exclus, au moment même où le nombre d'exclus est de plus en plus grand, puisque, vous le savez bien, les classes moyennes sont en voie de paupérisation forcenée actuellement. Donc, on a un certain nombre d'établissements, publics ou privés, ça n'a absolument aucune importance, dans lesquels les élites autoproclamées mettent leurs enfants, y compris les enseignants qui, du coup, disent mais non, ça va pas mal, hein, y compris d'ailleurs les décideurs qui s'en fichent pas mal d'ailleurs puisque leurs enfants sont à l'abri, et les autres, alors pas uniquement les gosses des cités, hein, les gosses des cités vivent dans des ghettos sociaux et on les met dans des ghettos scolaires, ils n'en sortiront jamais, sans cela ils sont morts. Bon, mais tous ceux qui croyaient appartenir aux classes moyennes et qui s'aperçoivent, c'est un constat économique de base, qu'ils n'arriveront jamais au statut social de leurs parents, alors que leurs parents, eux, étaient passés au-dessus du statut social de leurs propres grands-parents. Voilà. On est dans un système où, comme vous le dites très bien, on a un certain nombre de dirigeants, autoproclamés là aussi, nés avec une cuillère en argent dans la bouche, ou un stylo en argent dans la bouche, si vous préférez, et 90% d'une population ubérisée jusqu'au trognon, destinée à avoir un salaire universel, installé dans son canapé, à tripoter sa télécommande en bouffant des pizzas chez Uber Eats. Voilà la situation. Et pas que sa télécommande, si je puis me permettre. La carte scolaire, vous en parlez, inventée en 1963. Alors plus connue pour la volonté de l'esquiver que pour son efficacité, a eu, vous dites, l'effet inverse de son but, c'est-à-dire aggraver, empêcher un brassage de populations de niveaux sociaux. Alors, à la fois de niveaux sociaux, ça c'était la première carte scolaire. C'est-à-dire que les élites, c'est un principe darwinien, les élites se sont protégées. Voilà. C'est pour ça que d'un point de vue darwinien, l'école marche très bien. Comprenez que si elle marchait mal, on s'en serait débarrassé depuis longtemps. Darwin n'aurait pas supporté ça. Mais si l'école dysfonctionne avec cette pérennité, c'est qu'elle dysfonctionne au mieux, si je puis ainsi m'exprimer. Bon, et le péché mortel, si vous voulez, depuis le début, c'est la confusion entre le quantitatif et le qualitatif. Le quantitatif, ça consiste à saupoudrer des classes de bourgeois nantis avec quelques exemples de prolétaires méritants. Bien, le vrai qualitatif, ce serait de revenir sur le collège unique, de refaire des classes de niveau, de mettre les meilleurs avec les meilleurs, ceux qui sont en très grande difficulté ensemble, avec un nombre d'élèves proportionnellement inverse aux capacités. Vous
pouvez avoir 40 élèves très très bons dans une classe, ça ne pose aucun problème. Je les ai eus et bien au-delà en classe prépa, mais vous pouvez difficilement avoir plus de 15 élèves dans une classe en très grande difficulté. Il faut revoir l'entièreté du processus, mais c'est pas, je pense pas que Gabriel Attal, qui sort de la très chic école alsacienne, en ait vraiment l'intention. Oui, comme son prédécesseur, oui. Dites, est-ce qu'on n'a pas aussi un problème de définition de l'égalité, de la mixité? J'ai en tête un billet que vous aviez publié il y a plusieurs années sur la machine à exclure, qui est l'éducation nationale, en particulier à exclure les garçons et les garçons pauvres. Hein. Votre vision de la mixité, c'est surtout la mixité sexuelle, hein, donc en faveur des femmes, hein, et la mixité en faveur des minorités. Elle est de moins en moins sociale et de plus en plus sociétale. Alors, il y a une chose, donc, quand on a des classes, on va dire mixtes, hein, j'en ai eu une au lycée Thiers à Marseille, qui était recrutée dans les 3 lycées ZEP de Marseille. Enfin, vraiment des élèves a priori perdus et que l'on faisait réussir à plus de 50% au concours des IEP de province, hein, ce qui était un assez beau résultat. Bon, ce que l'on observe, c'est que les filles sont a priori plus douées pour l'enseignement que les garçons. Voilà. Et si on laisse s'instaurer cette dérive, alors c'est pas moi qui le dis, hein, il y a un très grand spécialiste qui s'appelle Jean-Louis Auduc qui a analysé ça en détail et qui a un classement très précis. En tête, vous avez les garçons d'origine asiatique, les jeunes filles d'origine asiatique, les jeunes garçons et jeunes filles d'origine séfran, comme disent les racistes de service, puis les jeunes maghrébines, les jeunes maghrébins et tout à fait en queue de peloton, les populations d'origine africaine. Voilà. Ça, c'est la réalité. Si c'est nié par une grande partie des profs de gauche, je n'y suis pour rien, mais ils sont dans l'idéologie, c'est-à-dire, comme vous le savez bien et comme le disait Hannah Arendt, ce qui n'a aucun rapport avec la réalité. Sur le système darwinien dont vous parliez, donc vous expliquez que l'élite se préoccupe de la survivance d'un groupe restreint et laisse dans la poussière 90% de la population scolaire. Mais après tout ce qui a été fait pour l'égalité des chances, pour la mixité sociale, on a l'impression que vous voulez remettre une couche de mixité sociale, ou bien votre vision de cette mixité n'est pas la même. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir? C'est pas du tout la même. Je veux dire, je m'appuie sur ce qui se fait justement en classe prépa. En classe prépa, Valérie Pécresse a décrété, quand elle était au ministère de l'enseignement supérieur, qu'il fallait mettre 20% de boursiers. Bon, ça semble être un critère purement social. Mais vu le recrutement, il s'agissait de boursiers ultra méritants, c'est-à-dire qui avaient largement les notes pour entrer dans en classe prépa. Et d'ailleurs, le décret de Pécresse n'a absolument rien changé aux performances des classes préparatoires. Et c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire coupler en quelque sorte ce qu'on appelle l'IPS, l'indice de position sociale, c'est le nouveau critère dont s'est armée l'éducation nationale, coupler l'IPS et en même temps les résultats scolaires. Bien entendu, ça, on ne veut pas le faire. On ne veut pas le faire, d'abord parce que les enseignants doutent que les pauvres puissent être intelligents. Alors ça, mon livre part de ça. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que vous êtes sorti de la cuisse de Jupiter que vous avez un cerveau. Voilà, et un cerveau en état de marche. Il y en a partout. Nous sommes en train de nous couper de 90% du potentiel de la France. Il faut bien comprendre que cette situation s'est déjà produite une fois dans l'histoire française, c'était en 1788. L'aristocratie s'est dressée sur ses privilèges et sur ses ergots, et la bourgeoisie qui était derrière et qui savait qu'elle avait du talent a balayé l'aristocratie, et l'a balayée d'une façon un peu autoritaire, si je puis dire. Il faut bien comprendre que si on ne veut pas que la société entière soit balayée, et dans un avenir très proche, hein, on le sent tous monter, on sent monter une violence dans ce pays absolument extraordinaire, qui est rigoureusement proportionnelle à au dynamitage du pays lui-même. Le communautarisme, cette façon d'être éclaté façon puzzle, comme disaient les tontons flingueurs. Vous voyez? Mais il faut bien voir ça, c'est que tous ceux qu'on fait semblant d'amener au bord de l'eau et qu'on empêche de boire,
vont à un certain moment se servir eux-mêmes. Voilà. Il faut bien comprendre que les racailles qui font des émeutes, etc., ça, c'est la mousse, en quelque sorte. Mais il y a un mécontentement terrible, non pas dans l'infraprolétariat, mais dans les classes moyennes. Et je rappelle que ce sont toujours les classes moyennes qui ont fait les révolutions. Hein. Ce ne sont pas les plus pauvres. Oui, rappelons-nous du reste l'épisode, alors c'est plus qu'un épisode, hein, l'événement majeur que fut les Gilets jaunes, mais certes qui n'a débouché sur rien. Revenons sur cette question des élites. C'est un mauvais calcul de leur part. De toute façon, ce ne sont pas des élites, et vous le rappelez bien, ce sont des élites par défaut, c'est une oligarchie, et c'est un mauvais calcul. Je vous rappelle le mot de Vilfredo Pareto, grand sociologue, hein, qui a travaillé sur les élites. Hein. L'histoire est un cimetière d'élites. Alors, je vous rappelle la réforme que Richard Descoings avait introduite à Sciences Po. Il avait décidé qu'on allait prendre un certain nombre d'élèves méritants arrivant de lycées très périphériques. À l'intérieur de Sciences Po, il y a eu une blague qui a couru qui était « on va mettre des petits pauvres à Sciences Po pour que les futures élites voient à quoi ça ressemble ». Vous savez, c'est un peu comme les journalistes qui, de temps en temps, franchissent le périphérique et découvrent, horrifiés, qu'il y a une autre France que le 6e arrondissement. Bon, ça c'est un premier point. Et deuxièmement, je vais vous donner les chiffres de la réforme Descoings. Aucun, vous entendez bien, aucun des gosses, je dis gosses, hein, c'est de mon âge, qui sont entrés par voie de sélection autoritaire à Sciences Po, aucun n'a réussi l'ENA. C'est-à-dire que les concours supérieurs sont des castes qui se protègent. Le simple fait, par exemple, qu'il n'y ait plus d'écrits de culture générale, uniquement des oraux, c'est un truc absolument monstrueux, parce qu'à l'écrit, vous pouvez toujours faire illusion si vous avez bossé. Vous pouvez avoir des connaissances, etc. À l'oral, en 3 phrases, on sait d'où vous arrivez. Voilà. Non pas dis-moi d'où tu viens, comme on disait autrefois, mais dis-moi comment tu parles et je saurai exactement qui sont tes parents. Et on a un gentil sourire et on les met sur la touche. Bien sûr que c'est extraordinairement dangereux. Et surtout, c'est létal dans la mesure où on se prive de tous les talents, disons, un petit peu originaux, que l'on pourrait développer. J'ai un chapitre dans mon livre qui s'intitule « Le bon élève est un crétin comme les autres ». Parce que le bon élève, sur le critère des profs, hein, est un élève d'un conformisme accablant. C'est d'ailleurs la raison, dit Jean-Louis Auduc, sur le fait que les filles sont globalement meilleures élèves que les garçons. Elles ont une capacité de mimétisme absolument extraordinaire. Et dans un enseignement qui est féminisé maintenant à 80%, une capacité mimétique, d'identification au maître, enfin à la maîtresse, absolument fabuleuse, pendant que les garçons, eux, restent sur la touche et assis sur leurs hormones de croissance. Vous voyez, c'est un problème absolument, alors non pas insoluble, mais qui va nous amener au gouffre, et à très très courte échéance. D'où mes propositions, un peu iconoclastes, je reconnais, à la fin du livre, qui sont d'insérer une dose considérable de girondisme dans le pseudo-jacobinisme, parce que moi je veux bien qu'il y ait du jacobinisme, ça serait bien s'il y avait à la tête de l'éducation nationale de grands esprits capables de penser le système. Il y a en fait des gens qui sont là en attendant d'être candidats à la mairie de Paris, hein, ce qui n'est pas tout à fait l'optique que l'on pouvait rêver. Bon, il faut prendre peut-être des décisions générales, mais laisser les régions, les villes, les arrondissements décider, laisser les écoles s'inventer quelque chose. C'est la même chose, par exemple, pour l'uniforme. Je suis de plus en plus partisan de l'uniforme, qui n'est pas une tradition française, hein, qu'on soit bien d'accord, mais après être allé faire Mais dans les Antilles notamment, oui. Voilà. Aux Antilles, ça ne pose de problème à personne, hein. Et je suis allé faire une étude au Japon pour voir comment ça se passait, et ça se passe extrêmement bien. Et le Japon, dans les classements PISA, est très au-dessus de la France. Voilà. Il faut bien comprendre que l'uniforme, c'est, bon, bien sûr, ça évite le harcèlement, ça évite le racket, etc. Mais surtout, c'est une attitude mentale. Vous savez, de la même façon que l'on se met en uniforme pour être médecin ou pour être pompier, se mettre en uniforme pour être élève, c'est partir de chez soi avec déjà une conformité
à la fonction que l'on va avoir pendant 8 ou 10 heures. C'est long quand même le temps scolaire. Voilà. Ça n'empêche pas, une fois qu'on est rentré chez soi, de se remettre tous les jeans troués que l'on veut, si on trouve ça beau. Je rappelle, les règles d'uniforme au Japon, si vous voulez, non seulement c'est pour les garçons et pour les filles portent des jupes systématiquement, pour une raison qui, là je dois dire, m'échappe parce que personne n'a su m'expliquer, les collants sont interdits. Donc elles ont des chaussettes, etc., des lavalières, les cheveux doivent être attachés, il ne doit pas y avoir de franges, les cheveux ne doivent pas être teints, il ne doit pas y avoir de tatouage, c'est-à-dire que on cherche l'uniformité la plus totale, et c'est pas idiot, non pas parce qu'on veut faire des petits soldats, contrairement à ce que disent les grands imbéciles, mais parce que la vraie originalité est bien au-delà des excentricités de costumes. Merci Jean-Paul Brigelli, on y revient dans un instant, restez avec nous, il est 9 heures, c'est le moment de faire un point sur l'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Vue de haut. Et nous sommes toujours avec Jean-Paul Brigelli, spécialiste des questions éducatives, et pour nous accompagner dans cet entretien, François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments. Alors Jean-Paul Brigelli, et si on peut revenir aux origines du déclin de l'école française qui brillait pour son excellence, on peut revenir à une très belle lettre que vous citez dans votre livre de votre ami Frédéric Heleuch, ancien secrétaire national du syndicat national des lycées et collèges, qui raconte que sa belle-mère enseignante dans les années 60 avait des classes de 40 élèves. Tous les élèves savaient lire et compter en décembre et que son dernier inspecteur a osé lui dire qu'il était temps qu'elle prenne sa retraite car on n'avait plus besoin d'institutrices comme elle. Est-ce que les années 60 ont été marquées par cette haine de l'excellence ou du moins de l'efficacité? Parce qu'aujourd'hui, comme poursuit cette lettre, on a des cours particuliers de soutien pour des élèves de 6e. En fait, ça commence légèrement avant. Quand je suis entré, moi, à l'école, je suis né en 53, je suis rentré à l'école vers 58, les devoirs à la maison étaient dorénavant interdits. En théorie, d'ailleurs, ils le sont toujours. Pourquoi ? Parce que c'était une façon d'égaliser les conditions, de sorte que les parents les plus cultivés ne puissent pas pratiquement aider les élèves. C'est la raison pour laquelle, à la fin des années 60, on a opté pour les maths modernes, de façon à ce que personne à la maison, personne n'y comprenait rien aux maths modernes. Et c'était une très bonne idée. C'est une très bonne idée à bac plus 8. Vous voyez, à bac moins 15, ça a très mal fonctionné, d'autant que les profs de maths n'y connaissaient rien non plus. Bon, mais c'était une façon de dire, vous, parents qui avez appris les maths ordinaires, vous ne pourrez pas aider vos enfants. De la même façon, on a entré en français des règles linguistiques extrêmement complexes, de linguistique générative, etc., auxquelles les parents non plus ne comprenaient rien. C'est là qu'on a fabriqué des arbres, en quelque sorte, représentant la phrase, etc. Bon, l'idée générale, c'était d'égaliser. Alors, De Gaulle ne s'est pas occupé de l'école. Il a pensé que ça allait fonctionner tout seul. Il a pensé que ça fonctionnait comme de son temps. Au fond. Il a nommé des ministres que tout le monde a oubliés. Et je vous rappelle que au ministère, ce ne sont pas les ministres qui comptent, ce sont ceux qui tiennent les bureaux, en particulier la DGESCO. La DGESCO, c'est la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire. Ça, c'est le vrai pouvoir. La DGESCO, en 1963, est tenue par un certain René Haby. Voilà. Qui a tout le diplôme requis, c'est pas la question, qui fonctionne en binôme avec Giscard, qui lui est à l'économie et des finances. Tous les deux sont là pour mettre en place le programme qu'a imaginé Jean Monnet pour l'Europe. On part de cette situation-là. Jean Monnet ne voulait plus de nation. Bon, il avait vécu deux guerres mondiales, je l'excuse, en dehors du fait que De Gaulle le prenait pour un agent de la CIA. Bon, ce qui peut se justifier aussi. Mais l'idée générale, c'était d'oublier le socle français. René Haby, en 64, crée une commission, qu'on appelle la commission Rouchette, qui va se demander doctement quel français il faut apprendre aux petits Français. Alors, la question paraît très bizarre. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on apprenait par cœur les fables de La Fontaine, Demain dès l'aube, et toutes sortes de très beaux modèles de français. Et la commission,
qui avait des ordres d'ailleurs, a dit que dorénavant, il faudrait apprendre le français parlé, celui de la rue. C'est ce qui fait qu'il y a 3 ans, il y a une filiation. Hein. Il y a 3 ans, il y a un député macroniste qui a expliqué que le plus bel exemple de poésie française en ce moment, c'était Aya Nakamura, dont j'avoue très franchement ne jamais rien comprendre aux paroles de ces textes. C'est assez obscur en effet. C'est assez obscur. Mais on a systématiquement, alors c'est pareil par exemple pour l'enseignement de l'histoire, au lieu de faire de l'histoire chronologique, événementielle, l'histoire des héros au fond, hein, de la France éternelle, c'est-à-dire l'histoire de Ernest Davis, etc. On a fait de l'histoire style histoire des annales, qui est très bien à Bac+8. Voilà, c'est le même principe. C'est-à-dire que au lieu d'étudier la guerre de 100 ans, on étudie le costume au XIVe siècle. Mais du coup, ils ne savent rien sur la guerre de 100 ans. Ils ne savent pas pourquoi nous avons eu de légers différends avec l'Angleterre au fil des siècles. Ils ne savent pas d'ailleurs que les Anglais de la classe cultivée parlaient français. Ils ne savent rien pratiquement, mais alors ils savent tout sur le cours du blé au XVIe siècle. Vous voyez, mais sans contexte. Hein. Voilà. Si vous demandez à un élève actuel de terminale, voire à un étudiant, de situer une dizaine de grands hommes dans l'histoire de la France, ils pourront, à 2 ou 3 siècles près. Voilà. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a détruit l'image française. J'explique dans mon précédent livre, effectivement, La fabrique du crétin, deuxième époque, que si vous regardez les billets de banque en euros, ils ne représentent plus aucun des grands hommes qui ont tissé l'Europe. Ils représentent des structures imaginaires, des ponts, parce que bien sûr c'est une façon d'aller vers l'autre, des palais avec des portes ouvertes, celles qu'on a enfoncées probablement. Et il faut bien comprendre que c'est une façon d'éliminer. Alors nous sommes assez vieux ici, enfin nous sommes au moins 2 à être assez vieux pour nous rappeler l'époque où sur les billets de banque, il y avait Pascal, Corneille, Richelieu, etc. C'est-à-dire les grandes gloires. Et actuellement, vous demandez aux profs d'histoire qui vous disent « Ah non, moi je refuse absolument d'étudier l'histoire selon ces principes-là, c'est colonial, c'est petit blanc, etc. » Moyennant quoi, on fait effectivement l'histoire de l'esclavage selon les principes de Sainte Taubira, c'est-à-dire il n'y a d'esclavage que par la traite atlantique, la traite saharienne, qui est le fait des Arabes et des Noirs eux-mêmes, étant passée sous silence alors qu'elle a été beaucoup plus meurtrière. Voilà, un élève maghrébin qui me dit « Mais c'est pas vrai, il n'y a pas de Noirs dans les pays arabes. » Oui, effectivement, les Arabes les castraient avant d'en faire des esclaves. Ça permet d'éviter la propagation. Dites, Jean-Paul Brigadi, vous êtes farouchement républicain. Oui. Vous rappeliez 1788, 1789, mais l'école et la République, c'est surtout la Troisième République. On a parlé de République juive, de République protestante, mais Thibaudet disait non, c'est la République des professeurs. Et la promesse républicaine a marché en France parce qu'on a fait accéder la majorité de la population à un certain niveau d'études, ça a débouché sur un certain niveau de vie. Or, la République, aujourd'hui, est en train de creuser sa tombe. Hein. C'est pas il n'y a plus de république, hein. Il y a plus de république. Il y a un régime libéral universel, en quelque sorte, dont nous sommes juste les tributaires et les contributeurs, on va dire, de race inférieure. Alors, il faut voir une chose, c'est que on parle toujours de Jules Ferry. Bon, Jules Ferry, c'était le ministre. Jules Ferry, en soi, il est pas très bon, hein. En plus, on le sait déjà à l'époque. Celui qui a œuvré pour l'école, c'était son grand maître, qui était Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson avait étudié de très près l'école prussienne. Il avait déterminé que la défaite de 1870, qui a marqué très durablement quand même les esprits français, hein, je reviendrai dessus dans un instant, était due au fait que Bismarck avait réformé l'école prussienne pour que le soldat prussien ait un niveau intellectuel assez bon. On a refait l'école républicaine après 1877, disons, de façon à ce que le soldat français, parce que tout le monde savait qu'il allait y avoir une nouvelle guerre, je veux dire, on n'allait pas laisser l'Alsace et la Lorraine entre les mains des Prussiens. Bon, que de façon à ce que le soldat français ait un niveau supérieur.
Et ça a continué après 1918, parce que tout le monde savait que le traité de Versailles était une fausse coupe et que ça allait dégénérer. On aurait très bien pu appuyer le régime de Weimar, ça aurait été une très bonne chose, mais en enlevant le paiement des dommages de guerre. Voilà. Aristide Briand avait parfaitement pigé ça. Hein. L'école suit très exactement les relations. Actuellement, l'école telle qu'elle est une école qui ne prépare plus à aucune guerre, hein, alors que la guerre est parmi nous. Hein, Arturo Pérez Reverte, qui est certainement le plus grand écrivain espagnol actuellement vivant, a fait un article il y a quelques années, parce que l'école en Espagne est dans le même état, ce sont des règles européennes, hein, et en s'exprimant, alors il a été journaliste sur tous les fronts pendant une vingtaine d'années, et parlant de l'islamisme, il dit « C'est una guerra, idiotes ». Voilà, c'est une guerre. La guerre, elle est ici et maintenant, et nous n'avons plus les troupes pour la faire. Dernier point, j'ai travaillé un certain moment avec Jean-Louis Borloo, et Borloo m'avait expliqué que si Toyota avait choisi Valenciennes à la fin des années 80 pour installer l'usine qui fabrique actuellement les Yaris, c'est qu'ils estimaient que le niveau de l'ouvrier français était supérieur au niveau culturel. Parce que pour visser des boulons, il faut aussi avoir une culture à l'ouvrier écossais ou allemand, qui étaient les deux autres options de la firme. Bon, actuellement, Toyota installera ses usines à Singapour, en Chine, en Corée, c'est-à-dire dans des pays à niveau intellectuel et culturel très supérieur à la France. Entre l'équivalent de Shanghai en PISA et la France, il y a 120 points d'écart en traitement de la chose écrite. Eh bien, savoir lire, savoir écrire, ça sert aussi pour visser des boulons, mais on n'en a plus besoin. On a bousillé l'industrie française. Ça va de pair. Ça va absolument de pair. Je suis assez marxiste de formation pour savoir que le facteur économique est déterminant en dernière instance. Les pédagogues qui ont pris en main l'école pensent, eux, que c'est le facteur idéologique qui est déterminant en dernière instance. Et je reviens sur ce que je disais, l'idéologie, c'est ce qui n'existe pas. Et si je peux me permettre une anecdote, en faisant des visites lors d'un job étudiant dans un château, je constatais que parmi la population entre 50 et 65 ans, il y avait une homogénéité de culture générale. Voilà, les gens savaient citer la date de la bataille de Marignan, toutes ces grandes dates dont vous avez parlé, de cette histoire assez chronologique qui donnait des repères. En fait, pour la cohésion nationale même française, c'est une catastrophe d'avoir de tels différentiels et d'avoir en fait des élèves qui vont accéder sans doute à une histoire chronologique et solide, mais en réalité une masse qui, elle, n'aura rien retenu de l'histoire. Et parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une cohérence, on ne veut pas qu'il y ait une unité nationale. D'ailleurs, il n'y a plus d'unité nationale, il y a une fragmentation en communautés diverses qui se regardent comme en chien de faïence. Et ça, je vous le dis, ça va mal finir, ça va très mal finir. Je vous donne un indicateur parmi d'autres. Il y a de plus en plus de gens, y compris dans les grandes villes, qui passent leur permis de chasse, hein, parce que ça leur donne la possibilité d'avoir un fusil chez eux. Voilà, on en est là en France. Et je vous rappelle que dans les cités, comme on dit, en tout cas je le vois à Marseille, le nombre d'armes à feu, rappelez-vous Bac Nord, le film, le nombre d'armes à feu a absolument explosé après la fin de la guerre de Bosnie. Toutes les Kalachnikov non utilisés sont actuellement sur le territoire. Il faut bien saisir que la situation est absolument explosive, que l'école était le lien qui nous unissait et que ce lien a été rompu volontairement de façon à ce que nous nous sentions européens avant d'être français. Je suis pas absolument contre l'Europe, je serais assez pour les États-Unis d'Europe que proposait Victor Hugo, vous savez, un fédéralisme, etc. Mais là, je ne suis pas d'accord pour avoir une présidente qui s'appelle Ursula von der Leyen et qui a des objectifs qui ne sont pas les miens. Oui, je ne sais pas combien de temps il nous reste, Jean-Paul Brielli. Il nous reste 2 minutes. Oui, écoutez, lisez le livre. Il y a une ironie de l'histoire, puisque on a voulu éviter, corriger les inégalités, on n'a fait que les creuser. Oui, bien sûr. Et ça va nous revenir en boomerang automatiquement parce que les intentions des hommes
sont subvertis en quelque sorte par la logique de l'histoire. À un certain moment, et vous savez, je suis assez adepte du mythe de, non pas de l'éternel retour, mais ce que raconte Marx au début du coup d'État du Rhumer, sur le fait que ce qui a été tragédie une fois devient farce la deuxième fois. Bon, eh bien, nous en sommes actuellement à la farce, et je vous assure que d'ici très peu de temps, on va retomber dans la tragédie. Merci beaucoup Jean-Paul Brigelli. Je rappelle le titre de votre nouveau livre aux éditions de l'Archipel, L'école à deux vitesses, un essai virulent contre la prétendue mixité scolaire. Et merci à vous François Bousquet d'avoir été avec nous. Vous êtes rédacteur en chef d'Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie.